Plus grande est l'épreuve, plus grande est la destinée. Et c'est une phrase qui me fait vraiment penser à toi, par rapport à ton parcours, par rapport à ton histoire. Je me dis, mais comment on passe de orphelin à 4 millions de followers, d'abonnés cross-platform? Et que entre-temps, on a le temps de devenir athlète de haut niveau, coach d'athlète de haut niveau, coach de célébrité et digital entrepreneur comme tu l'as aujourd'hui, à influencer des millions de personnes à travers le monde. Donc c'est ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. On va parler de ton histoire et notamment, c'est ça le plus important, c'est the struggle behind the smile, c'est-à-dire la lutte qu'il y a derrière ce sourire, c'est-à-dire en quoi toutes ces épreuves que tu as pu vivre ont façonné l'être que tu es aujourd'hui et la vision que tu as pour le monde. Donc, merci beaucoup, Noah, pour être là. Je t'en prie. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir justement d'être là. Et c'est le grand jour. C'est l'occasion aussi de m'ouvrir à toutes ces personnes qui me font confiance, toutes ces personnes qui me supportent et qui me montrent beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. C'est vrai que de base, je ne mets pas en avant ma vie personnelle sur les réseaux sociaux parce que bon, je suis là, c'est vrai, pour inspirer, mais je pense que voilà, il est temps pour moi aussi de passer à un autre cap et que les gens sachent aussi mon histoire, qui je suis, d'où je viens et aussi là où je vais aller. C'est pour ça que je suis là. Magnifique. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Alors déjà, dis-moi, Noah, euh, quelle est ta vision aujourd'hui? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Bah, je pense que déjà, il y a la passion. D'accord? Je pense que sinon, j'aurais du mal à être consistant, j'aurais du mal à avoir de la discipline. Donc, j'aime beaucoup le fait de pouvoir apporter un peu de bonheur aux gens, justement, par rapport au contenu. En anglais, on dit hope, believe. Le fait de pouvoir apporter ça aux gens, je pense que c'est une grande satisfaction parce que moi, j'ai toujours eu envie d'avoir justement cette croyance-là, etc. et tout, que tout était possible en partant de rien. Et c'est pour ça que j'ai jamais rien lâché. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui me motive, justement, le fait de voir que derrière, euh, j'aide des personnes justement à transformer leur routine, à transformer leur vie justement par mes vidéos, etc. Donc, c'est une grosse source de motivation. Aussi, le fait que, bien sûr, je travaille pour moi, donc en tant qu'entrepreneur et tout. Donc, je pense que c'est super important. Tu as beaucoup plus de motivation quand tu fais les choses pour toi, tu te lèves et c'est pour toi. Et le fait que voilà, tu puisses partager ça avec tout le monde, etc. Donc voilà, je pense que c'est ça qui me motive et qui me donne envie de continuer et d'aller loin. Merci beaucoup. Et quand on voit cette force qui t'anime, et notamment dans le parcours que tu décris et que tu dépeins, Mhm. je sais qu'il y a un événement, en tout cas, qui est à la racine de tout. Et donc, je vais aller directement là-dedans. C'est l'événement qui, personnellement, m'a énormément touché quand on parlait, Mhm. qui est vraiment tu m'as dit, j'ai que un, c'est mon premier et dernier souvenir que j'ai de ma mère. Mhm. Parle-nous de ce souvenir. Quel est ce souvenir et en quoi il a façonné ce que tu es devenu aujourd'hui? En fait, c'est un souvenir qui est assez spécial et qui, pendant longtemps, m'a quand même angoissé et tout. C'est vrai que, bon, moi, vers l'âge de 4, 5 ans, etc. Donc voilà, je pense qu'en étant plus jeune, j'avais pas forcément de souvenirs clairs, mais c'est le premier souvenir qui m'a marqué. Bon, j'étais au Cameroun parce que moi, je suis né au Cameroun et ma mère biologique, elle était atteinte de crise d'épilepsie. Et à l'époque, justement, il n'y avait pas tous les soins et les traitements qu'il y avait aujourd'hui. Donc, bon, moi, je connaissais rien. Et voilà, elle est décédée très jeune, etc. Et je me rappelle, le seul souvenir clair que j'ai d'elle, c'était pendant l'enterrement. C'était son visage, justement, dans le cercueil, etc. Donc, c'est une image qui m'a suivi pendant, je dirais, toute mon enfance, toute mon adolescence. Et tu sais, les enterrements aussi en Afrique, comment ils sont animés, et cetera et tout, c'est un peu festif, ça crie, et cetera.
Donc, pour un enfant de 4, 5 ans, et cetera, c'était un peu, traumatisant, je dirais. Donc, voilà, c'était une image très forte et puis, il y a la photo. Il y a la photo, de famille où elle était, le cadre, tu sais, le cadre qui est toujours dans le salon et cetera. Donc, voilà, entre, tu vois ce cadre-là et tu vois, bah, justement, bah, les flashs du visage dans le cercueil et cetera et tout. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, c'était pas mal de crises d'angoisse. Voilà, c'était dur d'être seul, de se retrouver seul et cetera et tout. Beaucoup de cauchemars et cetera. Donc, je ne sais pas si c'est, la base pourquoi j'ai un temps de récupération qui est très, très rapide parce que moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Donc, je sais que c'est important le sommeil, mais 4, 5 heures, c'est bon pour moi. Donc, bah, je peux me réveiller, mais après, peut-être me rendormir. Mais 4, 5 heures, en général, c'est bon pour moi. Je me réveille assez vite. Donc, je pense, bon, ça a été aussi peut-être un effet déclencheur, etc. Parce que j'ai toujours eu des nuits extrêmement courtes et tout. Donc, Heu, voilà, après le bénéfice, et la force que j'en ai tiré de ça, bah, c'est beaucoup de courage, c'est, le fait de se dire que, bah, parce que quand ma mère elle est décédée, elle nous a laissés tous les 2, moi et mon petit frère qui a 2 ans de moins que moi. Donc, hem, la motivation, c'était que effectivement, bah, je suis devenu entre guillemets le père de famille très, très jeune. Donc, apprendre à me débrouiller par moi-même, apprendre à aller chercher les choses et étant donné qu'on était issus d'une famille très, très pauvre, donc, j'ai toujours cru au fait que, dans une famille, il y a quelqu'un qui change une génération et c'est de là où j'ai voulu, bah, justement endosser ce rôle-là et me dire que, bah, si c'est pas moi, qui est-ce qui va le faire? Est-ce que tu sens que cette, motivation, cette force justement que tu as tirée de cet événement que tu as pu vivre, dès tout petit, est-ce Mmh. que tu sens que ça t'accompagne encore aujourd'hui dans tout ce que tu crées? Oui, bien sûr. Je pense que bon, voilà, c'était des moments où, bah, justement, j'ai appris à me forger un caractère fort, une carapace, une certaine discipline, parce que voilà, la plupart du temps, j'ai souvent été seul. Donc, même quand je faisais du sport, et cetera, j'ai souvent été seul. Bah, j'ai pas eu ce côté-là, les parents qui viennent te voir jouer au football, ou faire du sport, ou les parents qui viennent te chercher à l'école, ou tous ces trucs-là. Donc, j'ai toujours, su, bah, justement aller chercher les réponses à mes questions et aller chercher les opportunités parce que bon, c'est vrai que le facteur chance, ça existe, mais je pense que voilà, c'est le travail avant tout. Le travail et en travaillant dur, en mettant de la discipline et de la consistance, tu crées des opportunités. Et ces opportunités, elles viennent à toi. Certaines disent c'est de la chance, mais c'est le travail que tu as accompli derrière, c'est la discipline que tu as accompli derrière qui t'a ramené bah, justement là où effectivement tu es susceptible d'être. Super. Ouais. Et quand tu repenses à cet épisode marquant et notamment quand tu me parles de la photo de la mère qui est dans le salon et que ça te renvoie vers cet épisode, Mmh. est-ce que tu as encore, peut-être, de la douleur et de la tristesse? Ou est-ce que en fait, ça y est, tu as transcendé, tu as transmuté cette douleur, justement en force dans ce que tu vis aujourd'hui, comme tu l'as dit? Mais est-ce que dans le ressenti, parce que là, c'est magnifique, tu nous partages ta réussite et tout ce que ça a pu enclencher, ce qui est incroyable. Mais est-ce que quand tu y penses, tu as encore aujourd'hui une certaine douleur ou tu arrives à vraiment faire le lien entre le sens que ça t'a apporté par rapport à ce que tu as vécu? Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai que pendant un moment, c'était une grosse douleur, mais je pense que, jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, parce que, faut savoir que, par exemple, mon petit frère, lui, il n'était pas parce que bon, on a été élevé par notre grande tante, d'accord, qui est directrice d'un orphelinat, bah, justement au Cameroun et je pense que jusqu'à l'âge de 14, mes 14, 15 ans, lui, il savait toujours pas que c'était notre mère. Donc,
moi, je le savais, mais aborder le sujet, c'était un peu, voilà, on on attendait d'avoir, un jour le grand discours avec notre tante, qu'elle puisse nous dire, et cetera parce que, bah, on l'appelait maman et cetera et tout donc et mon petit frère, lui, il était trop jeune. Enfin 2 ans, mais Oui. voilà, comme je t'ai dit, voilà, les souvenirs quand tu es trop jeune et cetera et tout donc forcément, des fois, tu t'en souviens pas et tout. Donc après, quand on a eu effectivement ce discours-là de famille, effectivement, j'ai réussi à renverser la tendance et à la transformer en force et c'est cette force qui m'anime aujourd'hui et qui me pousse à faire, tout ce que je fais. Magnifique. Et donc tu as eu cette vous l'avez eu ce discours, vous l'avez eu ce Mmh. moment de famille. C'était Ouais. quand? Je pense, j'avais 14 15 ans. 14-15 ans. Donc ça veut dire que déjà à 14-15 ans, tu as endossé ce rôle, enfin même déjà plus petit, mais ce rôle de: «OK, on va parler maintenant», Oui, par rapport à ton ouais, petit frère. ouais. Et comment ton petit frère l'a vécu? Comment tu lui as transmis? Comment s'est passé ce moment? Bah, en fait, c'est pas moi directement qui lui ai transmis, je crois on en avait parlé, mais c'était vaguement, mais un jour on s'était assis avec notre, grande-tante et elle nous a tout expliqué et cetera donc effectivement, bon voilà, il faut savoir que notre grande-tante, on lui doit tout. On lui doit vraiment tout donc quand ma mère, elle est décédée, notre père, on l'a jamais connu, tout. Quand ma mère, elle est décédée donc c'est elle qui nous a pris dans l'orphelinat, elle nous a pris sous son aile. Elle nous a ramenés en France, aussi. Elle nous a donné cette chance et cetera. Aujourd'hui, je ne serais pas là si elle c'est quelqu'un de très loyal, qui a la main sur le cœur. Elle a élevé beaucoup, beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes sont passées, par cet orphelinat-là, qui est, la fondation FACT, que tu peux retrouver sur Instagram. Il y est toujours. Donc voilà, on lui doit tout, mine de rien. Donc c'est vrai qu'elle nous a élevés à l'africaine et comme une mère africaine et cetera et tout, comme ses propres enfants et cetera et aujourd'hui, effectivement, si je suis là, c'est aussi grâce à elle. Donc effectivement, bon, voilà, on a eu ce discours avec elle et cetera et ça nous a tous rapprochés. Ça nous a tous rapprochés encore plus et ça nous a donné, entre guillemets moi, ça m'a donné une raison, bah, justement de vouloir aller loin et de changer le cours des choses parce que je vois que, bah, elle mettait beaucoup de sacrifices, dans nous et beaucoup d'espoir en nous et tout donc voilà. Après c'est vrai que moi, bah, pendant toute cette période-là, il y avait toute cette angoisse-là et ça se ressentait forcément, bah, à l'école, comment j'étais avec les profs, comment j'étais avec mes camarades, dissipé et cetera. Il fallait toujours que je fasse du sport. Fallait que je fasse du sport, fallait que je fasse du sport pour, bah, justement, enlever cette angoisse, enlever cette colère, enfin, je vais pas dire colère, mais juste me libérer. Le fait que quand tu joues au foot et cetera et tout, tu ne penses à rien, en fait. Tu as juste de la joie et du plaisir et cetera donc effectivement, c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à changer la tendance. Et parle-nous, justement de ce parcours, sportif. Justement, quand tu arrives en France, après quand tu grandis et que tu ressens cette force dans le sport, cette capacité à te libérer à travers le sport, qu'est-ce que ça a changé pour toi finalement le sport, sur le reste de ta vie? Bah, en fait, bah, le sport, c'est toute ma vie parce que j'ai commencé, quand on est arrivé en France et 2 ans après, j'ai été avec un ami à moi qui était mon meilleur ami à l'époque, qui est toujours un très, très bon ami à moi. Il s'appelle Léo et bon, je me rappelle, on est arrivé dans ce petit village dans le sud de la France où effectivement on était les seuls noirs et lui, c'était un peu une sorte de protecteur, celui qui nous protégeait un peu de tout donc il m'avait ramené dans son club de foot. À l'époque, bon, je savais pas jouer, première fois, mais après, ben, le fait d'être avec tes amis et cetera, tu apprends et au final, bah, c'était, une source d'épanouissement. C'était une source d'épanouissement, du coup, j'ai continué et avec l'envie, avec, la passion, avec l'amour du jeu et cetera, le fait que tu ne penses à rien, que, bah, voilà, quand tu es sur le terrain, tu ne penses pas au frigo qui est vide à la maison ou à tous les problèmes qui peuvent aller et surtout ça, ça t'évite d'être dans la rue aussi. Ça t'évite d'être dans la rue quand tu grandis donc parce que bon, j'ai perdu des amis en chemin
Aussi que des amis, d'école qui effectivement ont pris d'autres chemins par rapport à la rue et cetera. Moi, le sport, ça me permettait d'éviter tout ça. Ça me permettait d'éviter tout ça et au contraire, je pense mes éducateurs, mes entraîneurs, c'était comme des parents pour moi. C'était parce que, bah, ils me la confiance qu'ils m'accordaient, bah, justement en mes qualités, avec mes qualités, bah, moi j'essayais de la rendre et je pense que voilà, le fait que, bah, nous, on n'a pas eu cette affection-là, moi que je le fait que je l'ai pas eu, bah, quand forcément quelqu'un me donnait de l'affection ou me donne de sa confiance, bah, je fais tout pour, le lui rendre. Et comment s'est passée ensuite ton évolution justement dans le sport? Tu m'as dit que c'est devenu, on va dire, semi-professionnel finalement et que ça t'a Ouais. ouvert certaines portes qui t'ont amené à faire, les métiers que tu as fait par la suite? Oui, bien sûr. Après, bon, j'ai joué, bon, j'ai commencé en amateur, après j'ai rejoint des écoles de football comme le FC Sochaux ou l'AS Nancy-Lorraine qui était en Ligue 1 à l'époque. Heu, Après j'ai joué un peu partout sur Paris, Alfortville, le Gobelin, FC Gobelin, Paris 13e aussi et après effectivement, à un moment donné, c'était beaucoup de charges, que ce soit mentale, ou physique parce qu'à l'époque, bon, fallait que j'aille à l'école, fallait que j'aille au foot, fallait que je gère tout et le haut niveau, ça pardonne pas. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu fasses la même chose et que tu sois consistant, dessus. Si tu veux vraiment une carrière, tu es obligé d'être à 100, pas à 80 ou 90, mais 100. Et étant donné que, bah, toutes les conditions n'étaient pas réunies et le vivier de Paris et de joueurs, sur Paris est aussi extrêmement élevé. Voilà, je pense que voilà, j'ai préféré la sécurité parce que bon, j'avais aussi des pépins physiques. J'ai préféré la sécurité et me donner une chance avec l'école et quand j'ai vu qu'avec l'école, bah, ça allait et cetera, du coup, bah, j'ai foncé mais j'ai toujours voulu rester dans le milieu du sport. Parce que, bah, forcément, c'était ma passion. Du coup, j'ai passé mes diplômes de préparateur physique pour athlètes, que j'ai gardé sous le coude et je me suis dit que même si je fais quelque chose d'autre, ça pourra me resservir si je veux revenir dans le sport et ça a été le cas quand je suis parti à l'étranger. Super. Bah, justement, maintenant tu vas nous parler, de qu'est-ce qui a fait que tu es parti à l'étranger? Comment tu as fait pour, y aller? Mais avant tout, il y a un petit détail que moi j'avais adoré quand tu m'avais raconté ton histoire. Tu m'avais dit que pour passer le bac, tu pas fait les à la fin, tu pas suivi les cours, à la fin, tu t'es débrouillé par toi-même et tu as quand même eu, le bac avec une mention, non? Il y a Ouais, ouais, je me rappelle à l'époque, bon, c'est vrai que j'étais un peu, dissipé, souvent dans les notes, c'était bavardage et cetera et tout et je me rappelle, une de mes profs m'avait confisqué ma casquette. Du coup, bah, pendant qu'elle était pas dans la salle, j'avais été récupérer la casquette. Mmh. Du coup, ça avait créé toute une histoire et du coup, je m'étais fait exclure du lycée et c'était à 3 4 mois de la fin, du bac. C'était totalement dramatique mais à l'époque, voilà, je pense que j'étais un peu dans le doute sur tout et cetera. Il y a plusieurs éléments qui ont fait que, je puisse avoir mon bac. C'est pas uniquement le fait de la casquette. Il faut savoir que, ma grande tante, à l'époque, on n'avait pas de logement, on passait de hôtel en hôtel et cetera et ma grande tante, elle, la décision qu'elle avait prise avec, l'aide sociale à l'enfance, c'est de nous placer en foyer. Du coup, on avait été en foyer et en foyer, bah, j'avais, un petit cadre. C'est vrai, j'avais ma petite chambre au final que je n'avais pas parce que, bah, on était dans un 9 m² tous les 3 et cetera et tout c'était, voilà, à 15 14 ans, c'était quand même assez difficile et forcément au foyer, même s'il y avait d'autres jeunes et cetera, j'avais ma chambre ou soit je partageais au début, je partageais une chambre, mais après j'avais ma chambre. Du coup, bah, je commençais à être soigné et cetera et je m'en rappelle, j'ai eu une discussion avec la directrice du foyer et elle m'avait dit: «Bah, écoute, si tu réussis à avoir ton bac et ben, on va trouver un appartement» et bah, du coup, à cette époque-là, bah, effectivement, j'avais déjà été viré du lycée
Et bah, du coup, j'ai utilisé, les réseaux sociaux, YouTube, bah, pour réviser, toutes les matières. Donc, à chaque fois, bah, j'avais des très bons camarades, et je m'entendais très bien avec les filles de ma classe et cetera, et à chaque fois quand le cours finissait, je leur demandais: «Alors, c'était comment aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez étudié?» et cetera et tout, et du coup, bah, moi, j'allais sur YouTube, pour, réviser et faire la même chose qu'eux, et au final, bah, j'ai passé mon bac en candidat libre, et je suis sorti avec une mention bien. Donc, ce qui est je crois on avait été 2 dans la classe à avoir la mention bien, et du coup, bah, je l'ai eu, et du coup, ça a été un élément assez galvanisateur, Mhm. je sais pas si on dit Galvanisant, ouais. galvanisant, parce qu'en fait, à partir de là, je me suis dit que: «Tiens, en fait, tu peux le faire, tout est possible», et donc du coup, après le bac, bah, je me suis fixé d'autres objectifs encore plus hauts, et c'est là où je me suis permis de commencer à rêver, quoi. Est-ce que je peux te faire un check pour ça? Franchement, ça là, merci pour ce partage vraiment. Et donc, justement, tu as dit à partir de là, c'est là où tu t'es dit tout est possible et je peux commencer à rêver. Parle-nous de la suite du rêve, du coup. Bah, la suite du rêve, c'était, bah, déjà, j'avais chez moi. J'avais un appartement et cetera, et j'avais mon bac en poche qui était, bah, la plus grande fierté, ben, même de ma grande-tante et cetera et tout. C'était une grande fierté, et du coup, bah, je me suis dit: «OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire et cetera? Qu'est-ce que tu veux faire?» Je savais que j'étais pas très assidu à l'école parce que, à la maison, il y avait pas de cadre pour faire les devoirs et cetera. Donc en fait, la plupart du temps, j'écoutais en classe parce qu'à la maison, pour faire les devoirs ou pour réviser et tout, c'était un peu chaud. Donc j'avais pas cette habitude-là. Donc je me suis dit: «Alors soit je vais à la fac ou soit je vais en école de commerce». Et donc, bah, du coup, bah, j'ai choisi la voie, école de commerce en alternance, et c'est là effectivement que j'ai passé mes diplômes en alternance. J'ai trouvé une entreprise, qui m'a, sponsorisé à l'époque, et du coup, bah, je suis allé au bac+3 et cetera, donc en alternance, et dès que j'ai eu mes diplômes, j'avais déjà une expérience professionnelle. J'avais, 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle parce que j'étais en alternance. C'est comme ça que c'est validé, et du coup, bah, je me suis retrouvé aux alentours de 20-21 ans, indépendant, en commençant à gagner ma vie et cetera. Mais je voulais toujours plus. Je voulais toujours plus parce que je côtoyais, bah, mes collègues de travail qui avaient des bons salaires, qui voyageaient, qui parlaient plusieurs langues, et je me rappelle quand j'étais en centre de formation, bah, je croisais des jeunes qui venaient un peu de partout et cetera. Donc, il y a toujours eu c'est ce goût du voyage et de découvrir d'autres cultures, et je me suis dit: «Oh, l'anglais», j'étais fort en anglais à l'école parce qu'au Cameroun, quand j'étais tout petit, j'étais dans une école anglophone et tout, donc j'avais juste quelques repères, donc mais l'anglais, à l'école et dans la vie de tous les jours, ça suffit pas. Donc bah, du coup, je me suis dit: «Bah, faut que je parte. Faut que je parte à l'étranger, peut-être 6 mois à l'étranger, ça va me donner, l'équivalent de 2-3 ans à l'école en France», et donc du coup, j'ai décidé de partir à l'étranger, et c'est comme ça que, bah, tout a commencé. Et donc, tu es parti où? J'ai commencé par le Danemark. OK. Je voulais aller en Angleterre de base, mais l'Angleterre, c'était très cher. Donc l'accent anglais, c'était très, très dur et cetera, et du coup, en fait, à l'époque, bah, j'avais rencontré, mon ex, qui est la mère de mon fils, et du coup, bah, j'avais décidé de la suivre et de partir au Danemark parce que leur anglais, l'accent, il est beaucoup plus compréhensible, il est beaucoup plus facile, pour nous. Donc ils parlent, calmement, ils s'expriment bien et cetera, et du coup, bah, je suis parti au Danemark pendant 1-2 ans et cetera, et du coup, bah, là-bas, j'ai commencé par des petits boulots, en attendant de savoir au moins vraiment me présenter ou tenir une conversation. Je me rappelle avec mon ex, on utilisait beaucoup, Google, Translate et tout pour se comprendre, mais bon, avec le temps et cetera et tout, avec le boulot, bah, je commençais à être, de plus en plus à l'aise en anglais, et une fois que j'étais prêt pour l'anglais, bah, du coup, voilà, je suis parti aux États-Unis. Après les États-Unis, l'Angleterre. Super. Alors justement, on va parler,
plus en profondeur des États-Unis parce que je sais que ça a été un élément clé aussi de ta Mhm. carrière. Mais je sais aussi qu'il y a un événement très marquant justement au Danemark, Ouais, notamment la naissance de ton fils. ouais. Et encore une fois, ça ne s'est pas forcément passé dans les meilleures conditions. Mhm. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé derrière cet événement? Et qu'est-ce que ça a nourri en toi? Qu'est-ce que ça a Ouais. créé en toi? Mm. Alors, au Danemark, c'est vrai que notre relation n'a pas été très très longue avec mon ex, mais au début, tout était bien, mais après, je pense que par la suite, il y a eu un choc de culture. Vraiment, pour moi, c'était ça l'élément déclencheur. C'était vraiment le choc de culture parce que bah, je me suis rendu compte qu'on était totalement différents et on s'est précipité en fait. Donc après, c'est vrai que moi aussi j'avais envie d'aller à l'étranger, un nouveau cadre, etc. et tout. Donc il y a eu ce choc de culture et du coup bon, il y a eu tous les problèmes du quotidien, etc. Après moi j'étais jeune à l'époque, j'avais 22 ans, 23 ans et tout. Donc, j'avais pas cette maturité que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, bah, les problèmes, je les gérais pas de la même manière parce que, bah, moi, j'ai jamais eu quelqu'un pour me dire que: «Ah tiens, ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention là, attention». J'ai dû faire des erreurs pour découvrir par moi-même que: «Ah tiens, ça, c'est pas le bon chemin à prendre». On fait toujours des erreurs, j'en fais toujours aujourd'hui, hein, donc c'est comme ça qu'on apprend. Et effectivement, bon, il y a eu la naissance de mon fils, et cetera, que j'ai accueilli, effectivement avec, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, et cetera. Mais après, c'est vrai que ça s'est compliqué par la suite parce que, ben, c'était très compliqué pour le voir, et cetera. On a eu pas mal de problèmes, donc voilà, je remets pas forcément la faute sur elle parce que, bon, j'ai mes torts aussi. Donc, mais après, bon, voilà, ça a été quand même un élément aussi déclencheur, un élément de motivation parce que je me suis toujours dit que peu importe ce qui arrive, voilà, j'ai essayé d'être présent, j'ai essayé toujours d'être présent et au final, je ne peux pas me tuer comme ça juste parce que j'ai un fils, parce que voilà, faut remarquer, faut savoir qu'à l'époque, bah, quand on avait eu tous ces problèmes, le fait que je ne voyais pas mon fils, j'avais perdu jusqu'à 10 kilos. Déjà, moi, je je suis pas balèze de fou, donc j'ai perdu jusqu'à 10 kilos. J'étais parti en dépression et cetera, mais je crois que c'est la plus grosse, parce que, bah, moi, comme j'ai pas eu de père, donc pour moi, c'était vraiment, quelque chose de super important pour moi, donc et en plus, j'ai grandi dans le foot, avoir un garçon. Voilà, demain, je veux un petit footeux et cetera et tout et le fait de ne pas être présent comme je le voulais et cetera ou en tout cas d'avoir tous ces bâtons dans les roues-là, ça n'a pas été facile mais ça m'a quand même, donné une grosse motivation, une grosse force en me disant que: «Écoute, bah, tu vas travailler encore 2 fois plus parce que, bah, ce que tu as réussi à faire au Danemark, parce que, bah, j'ai réussi à avoir une belle situation là-bas dans une ville et un pays que je ne connaissais pas. J'ai réussi à avoir un bon salaire, et bien m'installer. Heu, c'est vrai que bon, la langue, c'était quand même assez difficile, mais j'ai dit: «OK, bah, tu vas encore faire plus, parce que quand ce petit-là, il va grandir, il faut qu'il ait un modèle». Peu importe ce qui se dit à gauche, à droite, et cetera et tout, quand il va grandir, il va voir, bah, il y a ça en face de lui. Il y a quelqu'un qui a accompli des choses, il y a quelqu'un qui a aidé des choses, il y a quelqu'un qui est droit, qui n'a jamais eu de problème, là où il va, et cetera et surtout quelqu'un d'inspirant. Donc voilà, peu importe tout ce qui va se passer derrière, eh bah, il aura l'occasion, bah, de voir par ses propres yeux. Et c'est ça qui m'a poussé à bosser, bah, 2 fois plus et à ouais, arriver là où j'en suis. Merci déjà pour ce partage, parce que Je t'en personnellement, c'est prie. quelque chose qui m'a profondément touché quand tu me l'as dit et quand tu le racontes ici. Ouais, Parce que c'est fou comment de de cette douleur qui, en plus, tu l'as bien dit, c'est ta propre douleur, c'est ce que tu ouais. as vécu, Mmh. vivre sans père. Ouais, Et de revivre ça, mais à ta manière en disant: «OK, bah, je vais travailler 2 fois plus pour de toute façon que quel que soit ce qui se passe, il pourra voir ce que le père, ce que papa est devenu». mmh. Je trouve ça vraiment touchant parce que face à une même situation, on peut tous réagir d'une manière différente. Et en tout cas, aujourd'hui, tu as trouvé un sens dans ta manière de réagir et dans ce que tu apportes.
Et, et c'est notamment pour ça que tu touches des millions de personnes aujourd'hui. Et donc déjà, merci pour cet exemple, en tout cas. Je t'en prie. Et justement, tu as dit, à partir de là, je vais travailler 2 fois plus. Ouais. Et donc, je sais qu'après, il y a eu le switch, justement, c'est à partir de là où tu changes encore de pays. Oui. Donc, tu vas dans quel pays et qu'est-ce qui se passe pour toi après? Alors, dans un premier temps, je vais un tout petit peu en Angleterre. Je me rappelle à l'époque, je suis arrivé en Angleterre, voilà, j'ai commencé, dans une coloc et je me rappelle, j'avais envoyé des CV, je m'étais déjà préparé donc mais avant ça, j'avais quand même essayé de rester pendant 1 an à batailler pour pouvoir, voir mon fils et cetera et tout. C'était tellement compliqué et tout donc au final, je me suis dit: «Bon, voilà, il faut que tu te focuses sur toi». Donc, petite parenthèse, tu as tout essayé, en fait, pour rester proche de ton Tout, fils. tout, tout, j'ai tout essayé. J'allais, à l'administration tous les jours. J'allais là-bas le matin et je restais là-bas pour essayer d'avoir, la garde partagée, en fait. C'est ce que j'essayais d'avoir et bon, heu, au Danemark, bon, ils ont leur loi et cetera et tout donc bon, aussi l'enfant, il était petit donc c'était très, très difficile donc j'avais droit à des visites. J'avais droit à des visites et les visites, c'était pas toujours dans les meilleures conditions, honnêtement donc du coup, bah, il y avait aussi un choix de carrière aussi donc bah, je suis parti en Angleterre, j'ai commencé un travail, pour les compagnies aériennes. Et c'était très bien parce que, j'ai eu une manager qui m'a pris sous son aile, qui m'a tout appris, qui m'a fait confiance. Carrément, on s'entraînait ensemble et cetera. En gros, toute, cette frustration que j'avais eue par rapport, et cette tristesse que j'avais eue par rapport à mon fils, beh, je l'ai remis encore une fois dans le sport. OK. Je l'ai remis dans le sport et dans le travail. Mmh. Parce que moi, c'est ça mon éthique et à chaque fois que quand il y a quelque chose qui va pas ou je suis frustré, bah, je travaille, ou je m'entraîne et tout. J'ai remis dans le sport et cetera donc pendant 1 2 ans consistant donc c'était étape par étape. On tu arrives en Angleterre, déjà, il faut que tu puisses c'est cher, il faut que tu puisses avoir les moyens donc j'avais déjà fait tous les calculs donc pour vivre dans ce pays, il me faut telle somme d'argent nette dans ma poche et cetera. Si j'ai pas ça, ça ne sert à rien, je rentre en France et j'ai réussi à me donner les moyens de pouvoir avoir cette vie-là, et tout et puis, j'ai travaillé, travaillé, travaillé et du coup, mon entreprise m'a envoyé, justement pendant 1 mois, ils m'ont envoyé aux États-Unis. Ils m'ont envoyé aux États-Unis et à partir de là, je suis parti, pendant 1 mois pour travailler. J'ai fait la connaissance d'un manager qui était dans le milieu du sport et du coup, à partir de là, bon voilà, on a quand même noué des liens et ces liens-là m'ont permis, bah, justement de pouvoir avoir accès à un réseau, bah, justement, de joueurs et de personnalités, que je pouvais entraîner. Parce que, bah, par rapport à mes diplômes, bah, justement, je pouvais faire du suivi personnalisé, je pouvais être préparateur physique personnalisé et c'est ce que j'ai commencé à faire, justement aux États-Unis et c'est comme ça que, bah, j'ai construit ma carrière, tu vois? Dans quelle ville c'était? Miami. Miami. Ça Ouais. t'a plu, Miami? Oui, ça m'a plu. C'est vrai que je n'ai jamais découvert, le côté, nightlife et cetera, le côté festif et cetera. Parce que à l'époque, j'étais en couple, j'étais en relation donc moi, j'étais très focus et c'était, au couple et justement, travail. Après effectivement, c'est vrai que, ma relation avec, mon ex, aux États-Unis, bah, tout était parfait au tout début et cetera. Donc, j'avais des clients très importants et cetera. Mais pareil, choc de culture encore et moi je suis quelqu'un, ben, la plupart du temps, quand je me mets avec, quand je décide de m'engager, je suis quelqu'un, je fais pas les choses à moitié. Je fais toujours à 200 et cetera. Donc, effectivement, bon, ça n'a pas marché et c'est vrai que, bon, la culture américaine, elle était aussi un peu différente de la nôtre en Europe. Donc, j'avais besoin de revenir, de temps en temps me ressourcer et du coup, bah, ça n'a rien donné. Du coup, bah, je suis revenu en Europe et en Europe,
j'ai recommencé tout à zéro. C'est-à-dire? Tout à zéro, ça veut dire que je suis revenu à Londres. Je me rappelle, j'avais 100 euros dans ma poche. J'avais 100 euros dans ma poche quand je suis arrivé à Londres. Je savais pas où dormir, je savais pas où rester. T'avais quel âge à cette époque-là? Là, je devais avoir, c'était en 2000, ouais, 2018. Non, 2019, 2019, 2020. Et, euh, j'avais rien du tout. Donc, je me rappelle, parce qu'en fait, il s'était tellement passé des épisodes aux États-Unis que bah, justement, bah, il y a eu le Covid qui est arrivé, etc. Donc, j'ai perdu la plupart de mes clients, etc. Donc, bah, tout ce que j'avais, je l'ai perdu aussi, je l'ai perdu aussi là-bas. Donc, je suis revenu, j'ai recommencé tout à zéro. Et ici, j'avais quand même gardé un client qui était très, très loyal. Donc, c'est ça qui m'a aussi donné le hope. Et du coup, bah, je suis arrivé avec 100 euros. J'ai pris un petit motel pendant 2, 3 jours. Et je me rappelle à l'époque que je vendais des programmes de fitness en ligne. Et je me rappelle, j'avais un client qui était intéressé parce que bon, mes réseaux sociaux, j'étais sur les réseaux sociaux, mais pas tellement. Donc, mais ça commençait à grandir quand même. Donc, je pense que j'étais aux alentours de 20K, donc, ce qui était pas mal. Et j'avais bah, justement ce client en ligne, potentiel client en ligne. Et j'avais investi dans une formation en ligne pour ça, afin de savoir comment bah, justement vendre en anglais, ils appellent ça high tickets. Mhm. High tickets, c'est-à-dire, voilà, plutôt que de vendre quelque chose à 150, comment tu peux le placer à 2 ou 3 000. Mhm. Donc, j'avais suivi une petite formation que j'avais payée, etc. Et du coup, bah, j'avais quelques leads, hein, quelques prospects. Et j'avais ce call avec ce client et je me disais, ce call-là, ma vie, elle dépend de toi, mec. Il ne le sait pas, mais en gros, demain, mon hôtel est fini. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien. Je ne sais pas où aller. Mhm. Donc, ce call-là dépend de toi. Qu'est-ce que tu as ressenti avant ce call? Bah, je l'ai tellement préparé, ce call et tout. J'ai dit, bah, j'ai pas le choix. Comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai jamais eu le choix, en fait. J'ai jamais eu le choix, j'ai pas le choix. Et du coup, bah, je suis arrivé avec un discours, j'ai tout révisé, j'ai tout noté, etc. J'ai suivi le schéma de vente de A à Z et tout. Et à la conclusion, il a dit oui, mais il a dit oui, il n'a pas payé en ligne. Donc, du coup, et tu sais, bon, quand tu es un peu dans la vente, etc., donc la vente, c'est de l'émotion. Mhm. D'accord? Les gens, ils prennent des décisions par émotion. Donc, une fois que tu as raccroché le téléphone, tu sais pas ce que l'autre il va penser, s'il va parler à sa femme, s'il va parler à ses amis, Mhm. etc. Et surtout que bon, on parlait de 2 ou 3 000 3 000 € et tout. Et au final, je vois, il m'envoie un message, il me dit oui, c'est bon, et il fait le paiement. J'ai fait. Je me rappelle ce jour-là, j'avais même pleuré. Ouais. Ouais, franchement, c'était. Je me, je faisais waouh. J'ai dit ok, cool. On va quitter l'hôtel et on va. Je vais chercher un appartement, etc. Et à l'époque, c'était Pause. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand il valide? quand il valide, comme je t'ai dit, bah, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, oh, waouh, euh, je respire parce que j'avais tellement de stress. Déjà, je dors pas beaucoup. J'avais tellement de stress, tellement d'angoisse de me retrouver à la rue. Et le pire, c'est que je pouvais parler à personne. Je pense que c'était ça le pire. Je pouvais pas en parler à mon frère, je pouvais pas en parler à mes amis, personne. Parce que, bah, voilà, ça aurait été peut-être, j'avais peur du: «Qu'est-ce que tu es parti chercher à l'étranger?» C'était moi et ma seule peine. Donc du coup, voilà, c'était libérateur. Première chose que j'ai fait, ben, à Londres, quand tu as de l'argent, tu trouves un appart en 2 jours. Et je suis désolé de t'embêter. Je vais te redire aussi. Je vais te redemander un truc parce que là, c'est intéressant. Ouais, Parce que c'est là où on flanche tous.
Ouais, Parce que c'est ces ces moments-là moments. de crise de vie où on est dans le vide, Ouais, où on n'a plus rien, où on est seul avec nous-mêmes, parce qu'on sait que si on regarde derrière, on peut pas y retourner. ouais, Et on sait que si on appelle quelqu'un, on risque de ressentir tout l'échec et toute la ouais, déception. ouais, Et donc, on préfère affronter ça par nous-mêmes. ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'auditeurs, qui nous entendent là, qui disent, ce moment-là, je l'ai vécu, cette crise-là, ce vide, ouais, cet appel où tu te dis, c'est toi ou rien. ouais. Si tu me valides pas cet appel, je suis foutu. On l'a tous vécu d'une certaine manière à un Mhm. moment donné de notre vie. Et je sais que, en tout cas, personnellement, dans ce moment-là, je pense de ma vie, c'est là où je côtoie mes plus grands démons. Ouais. C'est là où je revois ces flashbacks de ce que j'ai vécu et que je veux surtout pas revivre. Est-ce Mhm. que toi, à ce moment-là, justement, quand ta vie dépendait de cet appel, de cette validation, est-ce que tes anciennes peurs, tes anciens démons par rapport à ce que tu as vécu, le fait d'avoir été orphelin, d'avoir été seul, d'avoir grandi d'hôtel en hôtel, de foyer en foyer, est-ce que tout ça, c'est revenu? Hem, Pas forcément parce qu'en fait, j'ai toujours cru en moi. Ben justement, ben c'est ce caractère-là qui m'a forgé et cetera et tout que j'ai eu et je me suis dit: «Si ça ne marche pas, je vais trouver une solution». Moi, c'est toujours comme ça. Si on n'a pas le temps pour pleurer, pour s'asseoir et cetera et tout. Si ça ne marche pas, si l'appel ne marche pas, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Je ne sais pas quoi, mais je vais trouver une solution et ça a toujours été comme ça, avec moi. Donc effectivement, hem, ça s'est bien passé et tout. Donc, j'ai pu, prendre mon appartement à l'époque, oui, 3 000 €. Donc mon loyer, il était à 900 et quelques. Fallait que je paye 1 000 € de caution et j'avais 1 000 € pour moi pour le reste du mois. Oh, c'était et dans le même temps, j'avais trouvé, j'avais, et ça m'a donné 2 3 semaines. Moi, j'avais juste besoin d'une semaine, en fait, pour me set. Mais ça m'a donné 1 mois ou même plus. Et du coup, bah, là, maintenant, j'ai le temps de pouvoir mettre tout en place. Du coup, j'ai recontacté mes clients qui étaient à Londres et cetera parce que, bah, j'avais quitté mon boulot d'avant. Je voulais plus faire ça. Heu et du coup, bah, pareil, mon client qui était à Londres, j'ai utilisé le même schéma. Donc, j'ai réussi à lui vendre. Mais en plus de ce mais cette personne-là n'était pas très, c'est-à-dire, pas très réseau, pas très truc en ligne. Donc en fait, c'était vraiment de personal training, mais chez la personne, dans sa propre gym et cetera. C'était vraiment un high ticket. Donc j'ai réussi à lui vendre les programmes en ligne plus, des sessions par mois. Donc du coup, bah, voilà, heu, je suis passé en 2 semaines, je suis passé d'un salaire ouais, j'ai assuré un salaire de 3 000 à 4 000 € tous les mois. Avec ce même client? Oui, avec pas c'est enfin pas celui en ligne, Oui, c'était un autre oui, que j'ai contacté parce que j'ai vendu le programme en ligne. C'était un one shot, c'est-à-dire programme de nutrition plus oui. programme de fitness. C'était sur 3 mois, il a payé, d'accord? Donc moi, je devais le suivre, suivre ses progrès et cetera. Et de l'autre côté, bah, j'avais mon autre client que j'avais contacté, que j'ai aussi vendu des programmes en ligne et en plus de ça, bah, du personal training, c'est-à-dire VIP et tout. Étant donné que, bah, j'entraînais des athlètes aux États-Unis, donc j'avais quand même, justement, ce petit statut-là et cetera. Donc ça pouvait me permettre, bah, justement de pouvoir, demander tel ou tel, salaire et du coup, à partir de ce moment-là où j'ai réussi à sécuriser ça, heu, du coup, en fait, j'avais du temps pour moi. J'avais du temps pour moi et parce que, bah, j'avais qu'un seul client, mais qui me payait assez pour couvrir toutes mes factures et je pouvais en développer d'autres ou justement me lancer dans autre chose et c'est là où j'ai commencé à prendre les réseaux sociaux un peu plus au sérieux. OK, donc en quelle année c'était ça, quand tu as commencé à prendre les réseaux sociaux au sérieux? Ça c'était ju en 2020. En 2020. Ouais, OK, donc 2020, 2021, début.
OK, juste après le Covid. OK et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé pour toi les réseaux sociaux? Quand tu dis prendre les réseaux au sérieux, c'est-à-dire comment ça a ch qu'est-ce que tu as changé déjà dans ta manière de travailler, dans ta manière, d'agir, dans ta manière de voir ton business? Raconte-nous un peu ça. En fait, ces gens-là, ils m'ont trouvé grâce à mes réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, j'avais 20 000 followers, c'est pas beaucoup, mais ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé et comme je t'ai dit, ma seule, mon seul refuge, c'était dans le travail et le sport. Donc à l'époque, j'allais à la salle tous les jours. Donc pour moi, c'était mon image de marque. C'est-à-dire que demain, si je veux travailler avec tel, tel, il faut que, bah, je sois le reflet de ce qu'ils voient. C'est-à-dire quand ils me voient, ils éprouvent de la motivation. Quand ils me voient, ils veulent que je les entraîne et cetera. Donc voilà, mon image a été très importante et ils m'ont trouvé grâce à ça. Donc je dis: «Mais si eux, ils m'ont trouvé grâce à ça, ça veut dire qu'il y a un potentiel dedans. Donc il faut que j'en trouve d'autres et peut-être qu'il me faut plus de visibilité» et bien sûr, ça m'a pris du temps, mais au final, voilà, j'ai commencé à mettre un peu plus de consistance et j'ai commencé à appliquer, bah, justement ce que je faisais avec, certains athlètes aux États-Unis parce que, bah, souvent on filmait les routines, quotidiennes du matin. C'est-à-dire je les entraînais, et cetera mais je filmais aussi, quand ils prenaient leur petit déjeuner, justement un peu, tout ce contenu lifestyle que je fais. Et je me suis dit: «Bah, en fait, la gym, c'est pas uniquement qu'aller dans la gym, pousser et après sortir. Tu te lèves, tu te prépares, tu prends ton petit déjeuner, tu prends ton protein shake, tu vas t'entraîner, tu finis, comment ça se passe?» Et ben j'ai commencé à mettre ça, bah, justement sous forme de vidéos, sous forme de clips et à l'époque, bon, je me débrouillais un peu, sur l'editing. Mais après, j'ai vu qu'une vidéo, elle a pris Mmh. et du coup, bah, j'ai continué. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Quand tu dis qu'une vidéo a pris, c'est-à-dire que elle t'a fait prendre beaucoup d'abonnés d'un coup? Enfin, actuellement, c'était pas forcément une vidéo de fitness ou de gym, c'était une vidéo de voyage. OK. Je me rappelle, j'étais en Turquie, je suis parti en Turquie et du coup, bah, j'avais fait un petit photoshoot et cetera sur les toits d'Istanbul et cetera Mmh. et cette vidéo-là, c'était ma première vidéo parce qu'elle avait atteint peut-être, 400 000 vues. OK. C'était énorme pour moi à l'époque, Ouais. c'était énorme et du coup, ce qui est toujours énorme, hein, Oui. 400 000 vues, hein, Mmh. et du coup, bah, en fait, j'ai surfé sur cette vague-là OK. et du coup, bah, j'ai commencé mes routines quotidiennes et une de mes vidéos, elle est partie à plus de 30 millions de vues OK. et cetera sur TikTok et après ça s'est enchaîné. Après, j'ai juste, continué à être consistant et cetera et avec le temps, bah, j'ai appris, bah, justement le métier de créateur de contenu. C'est-à-dire, bah, toute la préparation, toute l'énergie, tout l'investissement mental, physique et surtout financier, que ça prend et cetera. Je m'en rappelle avec mon appart à l'époque, bah, je regardais un peu ce qui se faisait, il fallait que j'investisse un peu dans mon appartement, il fallait que ce soit clean, tout soit soigné et cetera et tout voilà tout le setup, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et cetera et c'est des choses que j'ai appris, bah, justement avec le temps, avec le métier. Après c'est vrai que j'ai pas commencé à avoir des collaborations, de suite. Même quand j'ai atteint le 1 000 000 d'abonnés, j'ai pas eu de rentrée d'argent tout de suite et cetera parce que, heu, j'ai, en fait, j'ai pris beaucoup d'abonnés d'un coup OK. en un mois. En un mois, je crois que j'ai atteint le 1 000 000 sur, Instagram De en un mois. combien à combien? Tu étais à combien avant? J'étais à 50K et je suis passé à 1 000 000, ouais, sur Incroyable. Instagram et TikTok, c'est quasiment la même chose OK. et du coup, voilà, ça a beaucoup de visibilité. J'ai mis en place, bah, justement, certains produits dérivés, dont mon e-book parce que, bah, je faisais en fait, j'essayais de que le contenu soit un peu différent, d'accord? Entre la nutrition et le fitness. Comment je peux mettre la nutrition dans le lifestyle et comment je peux mettre le fitness dans le lifestyle. La nutrition dans le lifestyle, c'est les routines, du soir, c'est-à-dire quand je rentre du boulot et que je cuisine et dans le fitness, c'est les routines du matin. Je me lève, je vais à la gym et cetera
et tout. Donc, c'est tout ça que j'ai mis en place et cette consistance-là et du coup, après voilà, j'ai signé avec, des agences de représentation et c'est eux, justement qui m'ont mis sur le devant du marché, justement et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers deals avec certaines marques et c'est là où, comme on dit, les vrais sous sont rentrés. Et comment tu te sens? Comment tu t'es senti quand les vrais sous sont rentrés? Le Bah, sourire, il en a dit beaucoup. ouais, non, c'est 1 fois, c'était, je me rappelle, ouais, recevoir, 20 000 € dans son compte, je me disais: «Jamais ça va arriver, jamais». Peut-être, déjà avec les 3 000 à 4 000 €, j'étais content, Mmh. mais quand je voyais des 20 7 000, 10 000 et cetera, donc des fois j'avais 2 ou 3 deals par mois et cetera, donc en fait la liberté surtout, c'est je me suis dit: «Ah, c'est là où j'ai toujours voulu être». Pouvoir décider pour moi, avoir l'opportunité d'aider les autres, d'aider mes proches et enfin, ce que j'ai toujours voulu depuis tout petit, libérer ma famille, tu vois? Libérer tout le monde et cetera et tout, apporter aussi un peu de bonheur à mon frère et de la satisfaction à des personnes qui m'ont soutenu, même si des fois c'était dur et tout, ils ont toujours été là et cetera. Ils m'ont soutenu jusqu'au bout et c'était un sentiment de fierté. C'est toujours ce qui m'anime. Après bon, aujourd'hui rien n'est acquis. Bon, faut toujours bosser parce que c'est un métier extrêmement difficile et tout donc et aujourd'hui, je ne veux pas dépendre des réseaux sociaux, pas du tout donc c'est pour ça que, j'ai des boutiques en ligne, notamment j'ai des produits de fitness, j'ai mon e-book et j'entraîne toujours, justement quelques célébrités et quelques athlètes à côté donc c'est vrai que c'est une partie que je n'expose pas vraiment en ligne, parce que, effectivement, bon, sur les réseaux sociaux, j'ai pas l'habitude, d'afficher ma vie personnelle. Mais, voilà, aujourd'hui, j'ai fait en sorte, justement que demain, une fois que la vague est passée, s'il y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? J'ai préféré couvrir mes arrières. Il y a un mot, même 2 mots qui sont Ouais, revenus plusieurs fois dans cet échange ensemble. En tout cas, ils sont revenus peut-être 2 fois, mais ils ont vibré fort. Je les ai ouais. sentis, ils ont vibré fort. Tu les as dit en anglais, notamment un, tu as dit, hope, Mmh. donc espoir Espoir, ouais. et tu as dit aussi, l'importance de believe, Ouais, de croire. ouais, ouais. De quelle manière ou à quel degré ces mots espoir et le fait de croire sont importants pour toi et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? En fait, espoir, et surtout croire, bah ça représente ouais, tout. Ça représente aussi, ce que je suis parce que je ne serai jamais là sans ces 2 mots et cetera. C'est-à-dire, croire en ce que tu peux faire, croire en toi et voilà, avoir, la perception que, voilà, si tu mets du travail, tout est possible. Mais rien ne vient cadeau comme on dit, tu vois? Donc c'est pour ça que voilà, hope, tu crois qu'un jour, voilà, tu pourras atteindre ce niveau-là et le mettre en pratique, heu, ça te permet, justement, de faire ce travail de fond-là, qui te permet de pouvoir, justement réaliser, ce que tu souhaites. Moi, en tout cas, pour moi, c'est 2 éléments, qui m'animent au quotidien. Donc je crois toujours et dans ce que je fais, tu es obligé de croire parce que, même si effectivement tu peux faire des revenus, mais tu peux passer des périodes, creuses, vraiment des périodes creuses où, il n'y a rien. Donc si tu t'arrêtes, il y aura rien là par la suite, tu vois? Donc tu es obligé de continuer, croire, croire, croire. Si ça a marché, ça va encore marcher. Si aujourd'hui j'ai pas les résultats que je veux, je continue à travailler et mon temps va venir. Je me suis jamais dit que: «Ah,
on attend les opportunités. Non, tu travailles, il faut toujours être prêt. C'est toujours ce que je me suis dit, parce que quand le train va passer, là, il faut que tu sois prêt. Parce que le train, il va pas t'attendre en te disant que ah tiens, ben non, 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 je vais t'attendre 5 minutes et tout. Non, quand il passe, il faut que tu sois habillé, tu sois prêt pour sauter dans le train et partir. Tu vois. Donc je me suis jamais mis dans l'attente. Je me suis toujours mis voilà dans le travail, etc. et tout. Et voilà, quand l'opportunité se présente, ben, je la prends direct. J'ai l'impression que tu as toujours été prêt parce que tu t'es toujours préparé. Oui, Et j'aime beaucoup ce mot préparer parce que dans préparer, on peut, si on joue avec le mot, on entend prêt, ouais, paré. ouais, Tu vois, on est prêt et on est paré parce qu'on ouais, se prépare chaque jour. ouais, Et j'ai la sensation quand tu parles que, encore une fois, espoir et croire ont été la colonne vertébrale de cette préparation ouais, chez toi. ouais, ouais. C'est vraiment c'est ta ligne. Et il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, c'est que tu dis beaucoup, j'ai pas eu le choix, j'étais obligé, j'ai pas eu le choix, j'étais obligé, j'ai pas eu le choix. Et pourtant, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles sont face à ce genre de moments cruciaux, euh, ces moments cruciaux de leur vie, quand elles font face à ces moments-là, quand elles font face au vide, quand elles font face au doute, quand elles font face à mais je peux plus retourner en arrière, comment je fais? Eh bien, justement, c'est le moment où elles perdent l'espoir, où Hmm. elles perdent la foi, où elles perdent la foi en elles, où elles ne savent plus où aller. Et donc, finalement, elles font parfois un choix de tomber, Ouais, d'arrêter de croire, d'arrêter d'avoir espoir. Mais toi, tu as à chaque fois, en disant j'ai pas le choix, tu as quand même fait le choix de croire. hmm, Et le choix d'avancer, et le choix d'avoir cet espoir, le choix de travailler, c'est le mot que tu as le plus répété d'ailleurs, le ouais, travail. mhm. Et explique-nous, essaye-nous de nous donner une forme de recette. Qu'est-ce qui a fait que toi, dans ces moments où beaucoup d'entre nous auraient pu tomber, qu'est-ce qui fait que toi, malgré tout ce que tu as vécu et dans tout ce que tu as vécu depuis le début, pas que à partir du moment où tu as voulu faire du business, dès le départ, qu'est-ce qui a fait ou comment tu fais pour continuer de croire et de garder cet espoir? Alors ouais, non, moi merci pour ce que tu dis. Moi, c'est la famille. Donc c'est vrai que même si, j'ai pas connu enfin, j'ai pas été avec mes parents et tout, je suis très, très proche de mon frère et ma grande tante et je sais qu'eux, ils croient en moi. Ils croient en moi parce ils m'ont toujours vu motivé et cetera et tout et comme je dis, en fait, moi, quand tu m'accordes ta confiance et cetera, j'essaie de toujours de te la rendre. Donc le truc, ça a toujours été de si j'abandonne, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est pas forcément du genre comment on va me voir, mais qu'est-ce qui va se passer derrière et cetera? Il va rien se passer. Donc non, j'ai toujours refusé. J'ai littéralement toujours refusé justement d'abandonner et cetera et parce que, bah, j'ai jamais voulu cette vie-là donc j'ai toujours été un compétiteur. Toujours et j'ai jamais regardé, heu, d'autres personnes sous un œil, «Ah, pourquoi ils sont comme ça et pas moi?» et cetera et tout. Moi, justement, quand je vois d'autres personnes qui sont un peu similaires à moi réussir, ça me motive. Ça me motive, ça me donne l'espoir que moi aussi, je peux faire ça et cetera et voilà, j'ai eu des exemples, j'ai eu des modèles, justement que ce soit des artistes, on parlait de Kerry James la dernière fois. Exactement. Heu Il est normal d'avoir peur, ouais, de ouais, là ouais, naît le courage. On a c'est parlé de vrai. cette phrase. Ouais, ouais, on en avait parlé et tout et je me rappelle, l'année dernière quand il m'a follow donc j'ai envoyé ça à toute ma famille. Parce que, bah, on a grandi avec ça, tu vois? Mmh. Donc on a Merci grandi Kerry avec James ça d'ailleurs. et tout. Ouais, un grand merci, et c'est vrai que voilà, toutes ces, toutes ces choses-là, c'est ça qui m'ont fait, bah, voilà, non, je ne peux pas. C'est littéralement, je ne peux pas et tout donc s'il y a pas de solution, faut en trouver une autre. Faut en trouver une autre. Tu es un être humain, tu sais parler, tu sais te présenter, d'accord? Même si tu ne parles pas la langue, tu sais te présenter, tu sais sourire, tu as tes 2 pieds, il y a toujours quelque chose.
C'est-à-dire que même si je fais pas ça demain, je vais aller me présenter devant un magasin, je vais demander du boulot, je vais travailler et tout. Donc, juste pour ne pas être dans cette situation-là, c'est une situation que je refuse. Après, c'est vrai que moi, j'ai voulu placer la barre haute parce que j'ai des ambitions. D'accord, que ce soit bah, justement parce que le schéma de travailler pour une entreprise à se mettre en indépendant et faire tes choses tout seul, il y a une période d'adaptation qui est extrêmement difficile parce que bah, il te faut de la stabilité au niveau des revenus. Il faut que bah, justement tu puisses manager tout ça. Et si tu n'as pas bah, justement les épaules bah, solides et si tu n'es pas sûr de toi, tu peux cracher. Et moi, je suis quelqu'un, je ne regarde jamais en arrière et tout, jamais je ne regarde en arrière. Je me dis: «Non, le boulot que j'ai fait avant là, même si ça gagnait bien, le prochain boulot, il faut que je fasse, il faut que j'ai toujours plus». Donc j'avance, j'avance, j'avance. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui est dans ce cas-là, qui affronte son vide, qui est dans sa plus grande crise? Ça peut être une crise, bien sûr, au niveau des finances ou comme toi, comme tu as pu, vivre où il se retrouve sans rien ou alors au niveau même personnel, parfois au niveau des relations où on est brisé parce qu'on arrive dans un vide, parce que ça se passe mal dans notre relation ou alors dans un cas familial ou Mmh. même un petit justement. Ça peut être des gens comme nous, ça peut être des gens plus grands, mais ça peut être aussi un petit qui, perd cet espoir, perd ce fait de croire, perd cette foi. Qu'est-ce que tu lui dirais là, à cette personne qui voit plus d'espoir? En fait, c'est vrai que chaque personne est différente, mais je dirais, on a tous une qualité. Donc, moi, par exemple, quand j'étais dans les moments faibles et cetera, donc, ce que je savais faire de plus, c'est dans ça que je me réfugiais, dans le travail. Si demain, bah, voilà, tu as une qualité où tu sais que, bah, ça, tu es bon dans ça et cetera et tout. Donc, cette période, elle va passer, c'est normal, on est tous humains, on a des périodes de doute et cetera. Mais si demain tu sais faire quelque chose et tu as des compétences sur quelque chose, réfugie-toi dans le travail parce que en ayant des qualités sur quelque chose que tu sais faire, en y mettant de la passion, bah, de la détermination, il va y avoir de la consistance et de la discipline. Et de là, tu vas créer des opportunités et il va y avoir du résultat qui va te permettre de sortir de cette passe-là. Magnifique. Et il y a pas mieux que, bah, le travail dans ce que tu sais faire et ce que tu aimes. Mmh. C'est surtout ça le plus important. Moi, j'ai comme je t'ai dit, bon voilà, j'ai fait des boulots de data analyst et cetera, donc je travaillais pour pas mal de compagnies, mais c'est vrai que ce n'était pas ma passion. Je le faisais pour l'aspect financier et je tirais la langue le matin en allant au boulot, mais une fois que j'ai réussi à trouver des opportunités dans ce que je faisais, et cetera. Donc, j'ai juste continué à faire ce que je fais, et cetera. Quand j'avais des moments d'angoisse ou des moments de déception, ben, j'allais au sport, je m'entraînais, je faisais des trucs. Et petit à petit, bah, j'ai ouvert une brèche par rapport à là. Et dès que la brèche elle s'est ouverte, bah, je suis rentré dedans. Donc, et j'ai pu aujourd'hui utiliser le canal des réseaux sociaux bah, justement pour exprimer les compétences que j'avais dans ça. Mais il n'y a rien de mieux que bah, justement le travail dans ce que tu sais faire en te refugiant dans le travail et en croyant en toi, bah, justement, cette période, elle va passer et des jours plus lumineux, bah, justement, vont arriver parce que c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Donc, moi, je n'ai jamais demandé à ce que bah, on me plaint ou autre. Je me suis toujours dit que, bah, que ce soit mon histoire ou tout autre, il y a largement pire. Il y a beaucoup pire. Donc, au contraire, moi, je me suis toujours estimé comme quelqu'un de très chanceux que bah, ma grande-tante elle nous ait donné cette opportunité, très chanceux bah, de pouvoir avoir les papiers en France, parce que bah, ça aussi, c'est une liberté. Hein. Donc, je me rappelle, jusqu'à nos 13 ans, on n'avait pas de papiers. Donc, pas de voyage avec l'équipe. Même aller en classe verte, on ne pouvait pas aller. Donc, et voilà, avoir des papiers et de pouvoir avoir la liberté de voyager et cetera et tout. J'estime que, bah, voilà, je suis quelqu'un de chanceux et de faire ce que je fais aujourd'hui, je suis aussi quelqu'un de chanceux. Mais derrière la chance, il y a beaucoup de travail et de discipline. Et je vais oser te poser une question qui peut-être mal vue par un auditeur, mais vu que tu parles beaucoup de chance, Mmh. enfin de travail, Ouais. que de toute façon sans travail, la chance, ça ne te sert à rien.
Mais d'une certaine manière, quand je dis: «Je me sens chanceux d'avoir vécu ça, chanceux d'avoir vécu ça, chanceux d'avoir vécu ça», je me rends compte qu'en fait, tu n'aurais jamais vécu tout ça si tu n'avais pas été orphelin d'abord par rapport à ce que tu as vécu avec ta mère Ouais. et que tout part de là, en fait. Et que c'est incroyable parce que là, quand on te voit, quand on t'entend, on voit énormément de lumière, énormément d'espoir, Mmh. de foi, de force, de réussite, de quelqu'un qui s'accomplit. Mmh. Mais tout part de quelque chose qu'on pourrait appeler comme l le moins de chance possible au monde, qui est de pas avoir un père, de perdre, sa mère, de du seul souvenir qu'on a, c'est dans le tombeau, dans ce cercueil. Est-ce que d'une certaine manière, ce qui t'est arrivé, dès tout petit a été à l'origine de toutes tes chances? Oui, je pense parce que forcément ça m'a forgé, ça m'a donné beaucoup de courage, pour la suite et ça m'a donné, bah, justement une personnalité que, et des compétences, avec cette personnalité-là, bah, j'ai pu développer, une certaine assurance et des compétences qui aujourd'hui me servent, dans la vie de tous les jours. Donc comme on dit: «Rien n'est au hasard», d'accord? Donc chacun a son histoire et Dieu nous donne à chacun, bah, justement sa voie. Il m'a donné ma voie et il m'a donné ma mission parce que pour moi, je suis en mission et voilà, tu vois? Mais le but, c'est l'objectif premier, bah, c'est de toujours croire et voilà, moi, ma qualité première, c'est le travail. C'est ça mon éthique. Donc c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui, a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc bah, sans le travail, je n'en serais pas là. Donc c'est vrai que bon, voilà, certaines personnes peuvent voir que le côté, bah, justement, bénéfique, les réseaux, les voyages et cetera et tout. Mais derrière, oui, il y a toute une organisation, il y a beaucoup d'investissements et cetera. Donc voilà, on met en place la vie qu'on veut avoir. Donc et demain, bah, voilà, j'ai encore d'autres objectifs et d'autres ambitions et on va toujours continuer avec, bah, justement la même énergie, la même identité, pour justement, atteindre d'autres objectifs et voilà. Tu as dit un mot très fort, tu as dit: «Mission». Ouais. J'ai une mission. Je vis par mission. C'est quoi ta mission? Ma mission, bah, c'est, depuis tout petit, ça a toujours été, bah, les libertés pour moi, sur tous les aspects. La liberté pour ma famille et la liberté pour mes proches. Donc je pense que, bah, je suis toujours sur cette mission-là et voilà, demain, même si effectivement, hem, c'est le cas avec ma famille et bah, je serai toujours en mission pour aider d'autres personnes à effectivement, qui ont des parcours similaires ou qui rencontrent, justement certaines difficultés, aider le plus de personnes possible, justement à pouvoir, bah, justement changer leur vie et avoir leur liberté aussi. On voit que, justement, un esprit très fort et le mot, spiritualité vient de spirit qui veut dire esprit et Mmh tu as parlé notamment quand tu as parlé de mission, tu as parlé de Dieu, que Dieu t'a donné cette mission. mh. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette foi, aujourd'hui ou hier d'ailleurs, Mmh. joue un rôle, majeur dans ce que tu accomplis? Oui, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de très croyant depuis, bah, depuis tout petit, l'église et cetera. Après, c'est vrai que, tu sais, quand on est un peu dans l'adolescence, on Mmh. n'est plus trop mais il m'est arrivé tellement d'épisodes, tellement de situations que je me suis relevé et je me suis dit: «Non, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard» et à chaque fois que, bah, j'ai remis, bah, justement ma vie entre les mains de Dieu et mes espoirs entre les mains de Dieu, il s'est toujours passé quelque chose, tu vois? Donc c'est fou, hein, mais la croyance c'est quelque chose de super important et même depuis tout petit, c'est-à-dire que la religion, bah, c'est ça qui forge l'éducation parce que, bah, on t'apprend, bah, que mentir c'est mal, à ne pas désobéir aux parents et tout, c'est la base, tu vois? Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout à fait normal pour moi, bah, de remercier Dieu le matin quand je me réveille, c'est la première des choses que je fais et justement permettre à ce que, bah, il me place sur
sur une bonne route pour avoir une bonne journée et heu et puis voilà, comme on dit, on a une mission. Moi, il m'a donné ma mission et je pense que voilà, c'est de porter ma famille et de porter, bah, justement mes proches et voilà, j'espère que, bah, cette mission, je vais continuer à la remplir, la meilleure des façons possibles. En tout cas, tu le fais déjà d'une superbe façon et merci pour ça. Merci, Merci hein. pour avancer, par mission, pour accomplir ta mission. Vraiment, ça se sent et ça résonne. Mmh. Et moi, je me demande quelque chose, je me dis: «Mais tu te rends compte que pour une mission qui est au final, quand on parle de te libérer toi, de libérer tes proches, de libérer ta famille, ça veut dire en fait, par rapport au monde, c'est quelques personnes». Mmh. Tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de toucher des millions de personnes. Mmh. La question que je me pose, c'est est-ce que tu ressens aujourd'hui que cette mission, elle commence à avoir une ampleur plus grande, plus globale? C'est-à-dire, est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi cette volonté à travers cette mission de maintenant, apporter quelque chose à une plus grande échelle, à plus de personnes? Oui, bien sûr. Bah, je le vois par rapport à l'engouement, bah, justement sur mes réseaux sociaux, et cetera. Les milliers de messages que je reçois, bah, justement, que ce soit tous les jours ou tout autre, des gens qui me demandent des conseils. Comment tu fais pour garder cette motivation? Comment tu fais pour être aussi organisé, et cetera. Je le vois très bien que beaucoup de personnes se reconnaissent dans mes routines et le fait que, bah, justement, les gens me suivent sur les réseaux. Certainement parce qu'ils veulent être inspirés, ils veulent voir quelque chose, aussi, bah, de réel qui puisse les booster, bah, tous les jours et cetera. Même quand ils ont des coups de mou et bah, justement le fait de voir quelqu'un, bah, justement faire, des choses que moi ou toi peut faire et il le fait bien, ça donne de la motivation, ça booste. Donc, bah, justement avec toutes ces personnes qui me suivent, bah, clairement ça me montre que je suis sur une mission, mais à plus grande échelle, tu vois? Donc, que ce soit quand je voyage ou quand je marche dans la rue, que les gens m'arrêtent ou qu'ils me reconnaissent et cetera et tout, en me disant merci, pour ce que tu fais. Donc, c'est extrêmement, gratifiant. Après, c'est vrai que voilà, les réseaux sociaux, c'est une partie de mon travail et c'est souvent important de mettre ce contexte en place. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, avant tout, je suis quelqu'un de réel. Donc c'est-à-dire que mes routines, tout ce que je fais, c'est moi. C'est mon histoire, c'est moi, je suis comme ça et cetera et tout. De toute façon, j'ai toujours pensé que tu ne peux pas être consistant si tu ne fais pas des trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un, même quand je filme, quand je fais tout, c'est tout est au détail parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, et cetera. Et je sais que, bah, derrière, il y a des gens qui me regardent, qui vont me regarder et qui vont être inspirés de ça, tu vois? Donc, voilà. Après maintenant, je suis extrêmement gratifiant, bah, de tout ce qui se passe en ligne et j'espère, bah, justement pouvoir aider, et continuer à aider, bah, justement des milliers de personnes et cetera. Quand je vois même, des footballeurs, que, bah, je suivais, quand j'étais petit, qui me suivent et cetera, qui m'envoient des messages ou que ce soit des artistes et cetera. On parlait de Kerry James. Bah, ça me montre que, bah, ah ouais, là, en fait, tu es en train de faire un boulot, mais à grande échelle et tu es en train de faire du bon boulot et voilà, ça me motive et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Même quand je vois d'autres créateurs de contenu qui font bien, qui font très bien et cetera et tout, ça m'inspire aussi. Je ne vais jamais regarder d'un œil jaloux, du genre: «Ah, il fait comme si» non, OK, cool, il fait super bien. OK, comment moi je peux le faire aussi à ma façon et en mieux? C'est comme ça que moi je réfléchis. On entend beaucoup de gratitude dans tout ce que tu dis, Mmh mh. notamment, tu as dit quelque chose de clé. Tu as dit que quand tu te lèves le matin, tu remercies. Oui. Et on dit souvent que la première énergie, la première intention que l'on met le matin, ça va donner la couleur de la journée. Mmh mh. Et finalement, tu remercies et on le voit quand même quand on parle, tu dis: «Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir», les gens ils te remercient. Cette notion de gratitude qu'en plus on peut ressentir quand on te parle dans ce que tu dégages. Et une question que je me pose, c'est est-ce que tu as su dire merci le matin? Dans les moments où justement tu avais le doute, dans les moments où il te fallait cet appel. Est-ce que tu as su dire merci quand il s'est passé toutes ces galères avec, par rapport à ton fils, que tu pouvais pas le voir malgré tout ce que tu essayais de faire pour le voir? Est-ce que tu as réussi à dire merci dans ces moments-là?
Oui, merci de ne pas avoir, sombré, de ne pas avoir tout lâché et cetera et parce que, ouais, c'est vrai que ça aurait pu, balancer complètement de l'autre côté, tu vois? Mais merci de m'avoir, gardé, la tête, forte et justement le courage de pouvoir, bah, justement, continuer et ouais, merci d'avoir, bah, justement, heu toujours éveiller, bah, justement cette lumière en moi, tu vois? Cette petite bougie que j'ai en moi qui ne s'est jamais éteint et cetera et tout donc c'est de tout ça que je suis extrêmement gratifiant et quand je faisais quelque chose ou quand je fais quelque chose, bah, je vois du résultat, je vois un peu de résultat et bah, c'est un signe que, bah, effectivement, voilà, tu as raison de croire et tu as raison, heu, d'être toujours prêt quoi qu'il arrive. N'importe qui vient demain, me dit: «Ah, Junior, j'ai une opportunité pour toi», je serai prêt. C'est pas: «Non, attends, ah, je sais pas encore». Non, je suis prêt, peu importe ce que c'est, je serai prêt. Mais tu vois, quand on t'entend, ça paraît simple, Ouais, mais alors que quand je repense à ces moments, les moments les plus marquants que tu as cités, notamment celui où tout dépendait de ce client, tu sais, où tu as ouais, pleuré, ou alors le moment où en fait tu dis, mais je suis en train de revivre, finalement, j'ai pas eu de père, j'ai toujours voulu avoir un fils et que ce soit un petit footeux qui joue au foot, etc. Et que tu dis que ouais. finalement, tu vas peut-être pas pouvoir vivre ce rêve que tu aurais voulu vivre dans, dans ce moment aussi douloureux. Est-ce que, à ce moment-là, tu arrives à dire merci? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à te dire: «Non, mais je suis en mission, heu, Dieu m'envoie ça, c'est il y a pas de hasard». Est-ce que tu arrives à tenir cette gratitude malgré la la douleur que tu vis? Tu as le droit de dire non, hein. Ouais, Qu'est-ce que ap tu ressens à ce moment-là? je ressens quoi? Je ressens ça, pardon, comme un test, comme une mise à l'épreuve de: «Est-ce que tu es capable?» et cetera. C'est Dieu qui me dit, bah, justement, là, je suis en train, bah, justement, de tester tes capacités, de tester ton mental pour voir effectivement comment tu peux réagir dans l'adversité, tu vois. Et peu importe ce qui arrive, je pense que les choses ne sont pas au hasard, encore une fois. Si demain, bah, voilà, tu dois être dans des situations difficiles, et cetera et tout, donc ça fait partie des circonstances de la vie. Mais Dieu, il te met justement ces épreuves-là en face de toi et bah, la preuve concrète, c'est que, bah, chaque épreuve que tu as, bah, justement, tu en sors quand tu en sors de là, bah, tu en sors extrêmement grandi et avec tous les bénéfices qui vont derrière. Donc à chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé encore 2 fois plus vite et 2 fois plus fort. Magnifique par rapport à tout ce que tu as accompli et par rapport à tout ce que tu nous dis. Quelle est aujourd'hui ta vision sur ces 3, 4, 5 prochaines années? Est-ce que tu as une nouvelle vision qui t'anime? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que tu vois? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, bah, à chaque fois plus grand, plus, plus, plus. Qu'est-ce que tu vois pour tes 3, 4, 5 prochaines années? Alors, ma vision que j'ai une vision, d'entrepreneuriat à grande échelle, sur le plan professionnel. Donc, voilà, j'ai envie de réaliser pas mal de choses dans, tout ce qui est bien-être, fitness, santé et bien-être. Continuer, bah, justement à travailler mon réseau, que ce soit réseau privé ou que ce soit, bah, justement sur les réseaux sociaux. Et tout simplement, bah, voilà, demain, bah, j'ai des projets d'investissement et cetera à grande échelle et aussi, voilà, avoir ma propre famille et cetera. Ça aussi, c'est quelque chose que, bah, forcément, qui m'anime beaucoup. Donc après effectivement, il faut rencontrer la bonne personne, faut effectivement que, bah, comme on dit, les planètes s'alignent et tout, mais voilà, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou familier, oui, j'ai beaucoup d'ambition pour la suite et d'ici 3 à 4 ans, s'il plaît à Dieu, tout sera réalisé. Tout le sera. Ouais, Tout le sera, comme on dit ici en Espagne, así será. C'est exactement. comme ça, hein, si ce sera comme ça. Et ce que je te souhaite, en tout cas, tu le mérites. Merci en tout cas. Ouais, Merci. merci à toi. Un dernier mot, que tu aimerais, dire?
comme ça, quelque chose qui te vient en tête, que tu aimerais partager, peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, ou quelque chose qui te vient là, qui vibre en toi et que tu aimerais dire. Par exemple, si je te disais, si tu avais un dernier message à laisser au monde, si si tu voulais que ta voix, par exemple, perdure dans l'éternité, qu'est-ce que tu aimerais que ce message soit? Qu'on se rappelle de toi, de Noah, pourquoi? Quel message tu voudrais laisser? Ouais, c'est une très, très bonne question. Tout simplement, en fait, un message, d'espoir que je veux que, bah, justement les gens se souviennent de moi comme, heu, quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Donc, voilà, je suis parti de rien et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui uniquement, par le travail et en croyant en mes capacités. Donc, effectivement, demain, si j'ai un message à laisser, c'est que moi, j'ai cru en moi et j'ai ouvert des portes qui s'étaient fermées. Donc, il n'y a pas de résultat, sans échec. Donc, des échecs, tu vas en apprendre plein, 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 jusqu'à que un jour, bah, justement, tu vas avoir ta chance. Et le plus important, c'est qu'il faut être prêt. Il faut pas attendre les opportunités, et cetera, parce que, bah, quand les opportunités se présentent, elles ne t'attendent pas. Donc, je me suis toujours mis prêt, même si effectivement on a la flemme de faire ci, ça, et cetera et tout. Donc, c'est les petites tâches quotidiennes qui permettent, justement de pouvoir, atteindre tes objectifs à grande échelle. Il y a pas quelque chose qui vient comme ça, d'un coup. C'est du travail acharné et cetera. Donc oui, effectivement, voilà, c'est ce message de travail, d'espoir et peu importe la qualité que tu as, fais en sorte de la développer pour pouvoir demain la mettre à ton bénéfice, c'est-à-dire la monétiser et pouvoir avoir ta liberté sur tous les plans. Magnifique. Est-ce que, une chose qui vient de me venir en tête, là, tu vois, tu viens d'exposer ta vérité, Ouais. comme, peut-être tu ne l'avais peut-être jamais fait, en tout cas de cette manière-là, d'un point de vue vraiment public. Mmh. Et donc, je sais que c'est déjà un grand exercice. Donc, bravo pour faire ça parce que je sais qu'on Merci. travaille beaucoup sur ça et ouais, vraiment. Et est-ce qu'il y a une personne qui te vient en tête là, de qui tu aimerais savoir justement toute cette vérité, toute cette vulnérabilité que toi tu as lâchée là? On vient de comprendre un peu la recette de ton histoire, Mmh. le fait d'avoir, transformé tous ces moments difficiles en force pour t'accomplir. Hem Le fait d'être préparé, d'être prêt, le travail, Mmh. d'être, consistant comme tu as dit, constant, d'avoir cette force d'esprit en fait que tu as développée. Qui t'aimerais voir là, comme ça, assis où tu es là, en train de raconter son histoire et nous dire ce qu'on ne sait pas de lui? Heu, honnêtement, j'ai toujours eu un modèle, c'était, Samuel Eto'o. Donc, et il m'a toujours inspiré, mais vraiment parce que aussi il est parti de rien, il a conquis le monde entier. Donc, c'est vrai qu'on sait beaucoup de choses sur lui, mais j'aimerais un jour m'asseoir et justement savoir ce côté-là, effectivement, comment, bah, il a traversé tout ça et tout. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours animé. Après, bah, la seconde personne, bah, je dirais mon frère, mais bon, mon frère, on se dit tout. C'est aussi un coach mental et cetera. Lui, vraiment comme mes amis disent, c'est une vieille âme. Donc, Mmh. je pense on se parle beaucoup et cetera et on n'a pas de secret. Mais oui, honnêtement, ce serait lui, ce serait Samuel Eto'o. Comment s'appelle ton frère? Tim, Tim, OK. Tim Clark. Tim comment? Tim Clark. Tim Clark, c'est un nom Ouais. de star ça. OK, donc que ce soit, je vais le poser ici dans ce podcast, que ce soit Samuel Eto'o ou Tim Clark, je pense que si Dieu veut, vous serez, ici, à Sisera, Si c'est un comme on dit ici en Espagne un et jour. un jour à force de C'est vrai. travail, de Ouais, volonté et ouais, si les planètes s'alignent. En tout cas, ma première phrase, ça a été, «Plus grande est l'épreuve, plus grande sera la destinée». oui. Je pense que c'est ce que tu as démontré et c'est ce que vraiment, c'est ce que j'avais à cœur de montrer aux gens. C'est que qui que tu sois, peu importe, en fait, de ton épreuve, tu as la capacité d'extraire tout le cadeau Mmh. que la vie, que l'univers, des fois on dit le mot Dieu, la source, le tout,
peu importe le mot que l'on rencontrera derrière, mais que dans ta plus grande épreuve, en fait, tu as cette capacité d'extraire ton plus grand pouvoir et ta plus grande victoire. Mmh. Que derrière, ta plus grande blessure, comme j'aime le dire, dans le mot blessure, il y a le mot bless qui veut dire bénir, que dans ta plus grande blessure, il y a ton plus grand blessing, ta plus grande bénédiction. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que tu nous as démontré, que de ta plus grande douleur d'être orphelin, tu en as créé une magnifique bénédiction. Ouais. Donc merci pour nous avoir partagé cette bénédiction aujourd'hui. Personnellement, tu me bénis parce que tu m'enrichis de cette inspiration que je vais partager à toutes les personnes que j'accompagne et toutes les personnes qui vont entendre ce que l'on a vu là. Mmh. Donc merci pour ce que tu partages au quotidien à toutes ces personnes, pour cet exemple que tu es en train de devenir pour d'autres personnes, parce que tu as voulu croire en tes rêves, suivre tes rêves. Tu es en train, comme tu as dit tout à l'heure, cette bougie en fait qui ne s'est jamais, cette flamme qui ne s'est jamais éteinte, tu es en train sans t'en rendre compte peut-être, ou peut-être que tu t'en rends compte, mais t'aides à d'autres personnes à allumer leur propre bougie Ouais. et à raviver leur flamme en tout cas. Donc vraiment merci pour ça, c'était un plaisir pour moi et on continue, si c'est là. Merci en tout cas, merci, pour l'invitation. Donc, c'était une première pour moi, donc, c'était super important, bah, justement de pouvoir m'ouvrir, bah, justement à toutes ces personnes qui me suivent et tout et qui apprécient mon contenu. Donc voilà, comme on a dit, bon, moi je suis en mission à plus grande échelle, donc, voilà, je vais toujours continuer d'être réel. Justement et bah, je suis très content, bah, justement d'avoir été ici et d'avoir partagé, bah, justement ce moment avec toi et toutes, nos communautés réunies. Donc voilà, ce n'est que le début, donc on continue toujours et puis, comme on dit, on ne lâche rien. On ne lâche rien, on continue. Ouais, Merci. merci. Yes. Super. Perfecto. Finish.